10e semaine, entrer consciemment dans le champ unifié. Notre réponse consciente pour les 7 prochains jours est « J'apprécie ce que je suis ». La cause et l'effet déclarent que ce que l'on cherche, on le trouve, et ce que l'on demande, on le reçoit. La conséquence automatique et infaillible est que nous trouvons toujours ce que nous recherchons et que les expériences faites à chaque instant sont exactement celles que nous avons demandées. Cela signifie que notre vie et la manière dont nous l'expérimentons sont des réponses continuelles aux questions posées, ainsi que des révélations continuelles de ce que nous recherchons. Ce peut être difficile à reconnaître, car en grande partie notre recherche et nos questionnements se font de manière inconsciente. Ils sont conduits par la charge émotionnelle imprimée dans notre champ d'énergie lorsque nous étions enfants. Si nous avions la possibilité de regarder à l'intérieur et de ressentir toute la charge imprégnant notre condition actuelle, nous nous rendrions compte que notre vie intérieure correspond avec précision à toute la résonance émanant des facettes émotionnelles, mentales et physiques de notre vie. Pour cette raison, chaque fois que l'harmonie est absente de la qualité de notre expérience, il est de notre responsabilité d'intégrer la condition imprégnée qui en est à l'origine. Personne ne peut faire cela pour nous. Le libre arbitre, c'est avoir la capacité de le faire pour soi. Un des grands bénéfices du processus de la présence est de nous donner l'occasion de vivre notre raison d'être à même le champ unifié de l'expérience humaine. Voyons cela comment peut être mis en pratique dans notre quotidien. Tout d'abord, il faut savoir qu'un vide existe entre nous et tout autre être humain. C'est l'espace que nous percevons entre nous. Ce vide semble réel du fait de notre corps physique. C'est dans ce vide entre les autres et nous-mêmes que le monde se manifeste. Notre monde est ce vide. Puisque notre corps physique nous amène à croire que ce vide est réel, cela nous convainc qu'une séparation existe bel et bien entre nous. Puis cela nous amène à croire également que notre corps est séparé du corps des autres et que nous possédons donc nos propres sensations physiques. Ensuite vient la croyance que nous possédons notre propre corps mental et donc nos propres pensées. Enfin, nous finissons par croire que nous possédons non seulement notre propre cœur et donc nos propres états de perception, mais aussi notre propre corps vibratoire et donc nos propres intuitions et révélations vibratoires. Notre perception de séparation nous dit que lorsque nous ne sommes pas en présence d'un autre humain, nous sommes complètement seuls. Posséder un corps physique signifie que nous sommes totalement seuls dans le champ unifié. Toutefois, nous faisons tous des expériences qui prouvent le contraire. Appelons-les des expériences d'unité. Nous avons vu des personnes se blesser et nous avons ressenti immédiatement leur douleur dans notre propre corps physique. Nous avons pensé à quelqu'un, puis nous l'avons croisé peu de temps après où nous avons reçu un coup de fil de sa part. Il se peut aussi que nous ayons déjà senti quelque chose derrière nous et qu'en nous retournant, nous avons découvert que quelqu'un nous observait. Et qui, un jour, n'a pas fait l'expérience de vouloir à un certain moment exprimer sa pensée, puis entendre une personne juste à côté la verbaliser parfaitement. Ou encore, nous avons été sur le point de confier à une personne nos ressentis, mais celle-ci nous a devancés en nous révélant qu'elle aussi vivait la même expérience émotionnelle que nous. Et enfin, nous avons eu aussi des intuitions et des révélations vibratoires, nous croyant seuls à les ressentir. Mais d'autres ont dit avoir reçu la même intuition ou la même révélation. Nous pouvons accoler bien des étiquettes à ces expériences d'unité. Être psychique, transfert, intuition, empathie, télépathie, ou la conséquence, être sensitif. Mais ces étiquettes n'ont pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'ajuster notre perception de la réalité avec l'évidence continuellement placée devant nous grâce à de telles expériences d'unité. L'évidence inhérente à ces expériences d'unité révèle que nos corps physiques, bien qu'ils apparaissent séparés, ne le sont pas. Ils sont intimement et énergétiquement connectés les uns aux autres. Notre corps mental n'est pas le cerveau physique dans notre tête. Ses capacités s'étendent au-delà des limites de notre corps physique
quelle que soit la distance à laquelle nous émettons nos pensées. Nos expériences émotionnelles ne se limitent pas uniquement à nous, nous les partageons avec tout ce qui nous entoure. Notre conscience vibratoire qui se déploie constamment n'est pas personnelle ni exclusive. Elle est universelle et inclusive. Malgré ces expériences d'unité évidentes, que le corps mental rejette aussi vite que possible, notre incapacité à communiquer clairement ce qui nous arrive a pour conséquence que nous continuons à croire que notre expérience est séparée de celle des autres. Nous ne réalisons pas encore qu'en expliquant aux autres ce que nous vivons, nous exprimons mutuellement toujours une même expérience. Nous n'en avons pas conscience, car nous sommes focalisés sur notre interprétation personnelle et l'expérience que nous vivons, notre histoire mentale, et non pas sur la résonance de l'expérience elle-même. Dès l'instant où nous interprétons mentalement une expérience, nous la personnalisons, et ce faisant, nous la transformons en un incident individuel et donc séparé, et apparemment distinct et isolé. Lorsque les autres ne peuvent comprendre ou se connecter à ce que nous essayons de leur communiquer, nous ressentons un sentiment de séparation et d'isolement. Cela renforce l'illusion que nous sommes séparés des autres et que nous vivons donc notre propre expérience. Chaque fois que nous essayons de nous communiquer mutuellement notre expérience physique, mentale ou émotionnelle, nous sommes trop focalisés sur ce que notre expérience signifie et pas assez sur ce qui se passe en nous, en ce qui a trait à la pure perception de nos ressentis. En raison de nos différents systèmes de croyances, qui sont nos histoires mentales concernant la nature de l'expérience, un événement spécifique signifiera différentes choses pour différentes personnes. Puisque nos croyances nous entraînent à voir ce que nous recherchons, nous modelons l'interprétation de ce que nous expérimentons afin qu'elle confirme la véracité de ce que nous croyons. Si ce qui se manifeste devant nous ne correspond pas à notre histoire mentale personnelle de ce que nous considérons comme possible, nous trouvons le moyen de donner une explication convaincante. C'est l'équivalent de ne rien voir du tout. Le corps mental trouve sans cesse une explication aux expériences d'unité parce que celles-ci ne correspondent pas à notre histoire collective actuelle, qui nous dit que notre corps physique nous sépare des autres. Cela n'a aucun sens d'entrer dans un débat, d'avoir une discussion pour savoir si nous sommes dans l'unité ou non, puisque, en accord avec nos histoires personnelles, ce que signifie être dans l'unité diffère d'une personne à l'autre. Il est donc plus productif d'ignorer ce que nous pensons du fait d'être dans l'unité, et de nous focaliser sur ce que nos expériences de l'unité nous révèlent déjà. Laissons notre expérience en être la preuve. Laissons notre expérience nous enseigner. Permettons-nous d'embrasser notre expérience comme étant quelque chose de valable. Si nous pensons à une personne et qu'au même moment celle-ci nous téléphone, pourquoi continuons-nous à nous comporter comme si nous étions séparés d'elle ? Cette preuve n'est-elle pas suffisante ? Tandis que nous abordons à présent consciemment l'expérience de l'unité, qui est la connexion intime de la présence existant à l'intérieur de chacun de nous et de toute forme de vie, nous nous souvenons également dans quelle mesure nos perceptions sont toujours asservies inconsciemment par les vieilles empreintes qui nous ont été transmises par les générations passées. Ces empreintes se traduisent mentalement en croyances millénaires alimentant une conscience de séparation. Dès l'instant où nous sommes entrés dans notre expérience actuelle, nous avons hérité de ces vieilles empreintes par nos parents, tout comme ils ont hérité des leurs par leurs propres parents. Commençons par reconnaître que par leur nature même, ces vieilles empreintes et les croyances qu'elles engendrent concernant la manière dont ce monde fonctionne sont dépassées. Même si elles sont familières et donc confortables pour le corps mental, elles s'avèrent inefficaces. Nous pouvons reconnaître qu'elles nous ont servi à un moment donné de notre évolution, mais que cela n'est plus le cas. À présent, elles nous limitent et elles maintiennent l'illusion que nous sommes seuls, séparés les uns des autres, et qu'il nous faut aller chercher à l'extérieur ce qui nous appartient, ou bien nous en passer. Ces empreintes et les systèmes de croyances obsolètes qu'elles soutiennent sont les fondements d'une grande partie des souffrances actuelles de notre espèce. Par la séparation, la ségrégation, le racisme, le nationalisme et la conscience de classe qu'ils encouragent,
Ces empreintes et leurs systèmes de croyances sont depuis des millénaires les fondements de la peur, de la colère et du chagrin. Avec l'évidence de nos expériences actuelles d'unité, maintenir la perception que nous sommes séparés les uns des autres à quelque niveau que ce soit est pure folie. C'est du déni et une illusion. C'est croire que la Terre est plate alors que nous pouvons clairement percevoir la courbe de l'horizon dégagé. Un moyen efficace et rapide de mettre à jour notre perception, afin de nous adapter au fait d'être dans l'unité, est d'inventer délibérément ce paradigme unifié à inonder notre conscience. Nous amorçons la mise à jour de notre perception par l'expérience, en choisissant désormais de nous comporter comme si nous étions un avec toute vie qui nous entoure. Dans le même temps, nous accueillons quotidiennement les événements qui soutiennent l'impact du paradigme d'unité sur notre expérience personnelle. Demander et recevoir. Nous activons cela par le système de cause et d'effet, en recherchant dans nos expériences la preuve que nous sommes chacun un corps unifié, une matrice mentale unifiée, un cœur unifié et un champ vibratoire unifié. En cherchant cette preuve de façon consciente, il est possible de la percevoir, car ce système de cause et d'effet affirme que nous percevons ce que nous recherchons. Chercher et trouver. Toutes ces demandes et ces recherches reposent sur un seul accord passé avec nous-mêmes. Lorsque la preuve par l'expérience est placée devant nous, nous ne permettons pas à notre corps mental de la minimiser par une explication logique. Le meilleur moyen d'être sûr que cela n'arrive pas est d'appliquer la méthode qui est de contenir l'information. Si dans nos rencontres quotidiennes, la preuve de notre paradigme d'unité se présente, nous résistons à la tentation de la révéler ou de l'expliquer aux autres. Une telle révélation cache non seulement un désir de reconnaissance, mais une confirmation que ce qui nous arrive est valable. Personne ne pourra jamais confirmer notre expérience personnelle du champ unifié. Le simple fait de l'expliquer est une déclaration immédiate de séparation. Dès l'instant où nous expliquons à quelqu'un d'autre que nous sommes dans l'unité, nous passons au stade d'être un, à celui d'être deux. L'explication d'une expérience d'unité entre deux personnes nécessite une conscience de séparation et la renforce. L'accord ou le désaccord d'une autre personne n'a rien à voir avec la validité de ce que nous expérimentons. Lorsque nous ne tentons pas d'expliquer ces expériences d'unité aux autres, elles ne peuvent être minimisées. Lorsque nous faisons une expérience d'unité et qu'elle est contenue, elle est assimilée. Le bénéfice ressenti lorsque ces expériences sont contenues en notre fort intérieur est que notre foi dans le paradigme d'unité grandit jusqu'à devenir une connaissance. Puis cette connaissance imprègne notre conscience et notre comportement en dépit de ce que les vieilles empreintes du monde propagent. La foi n'a pas besoin d'un soutien extérieur, seule la croyance en a besoin. Toute personne qui nous dit que nous sommes un s'exprime à travers un point de conscience séparé. Le véritable ressenti d'être dans l'unité s'étend naturellement jusque dans nos comportements. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons parler, discuter ou débattre pour en chercher la validation. Après avoir accepté de contenir et d'assimiler notre expérience, nous pouvons alors accélérer le processus en évitant ce paradigme unifié à inonder notre conscience. Nous réalisons cela en faisant un pas dynamique en avant vers la confirmation de ce paradigme. Nous choisissons de vivre ainsi délibérément. Accomplir cela est simple. C'est vers cet accomplissement que nous guide le processus de la présence. C'est l'invitation inhérente à l'expérimentation de la présence, car être dans l'unité appartient à la conscience du moment présent. L'unification avec toute forme de vie n'est possible que dans le présent, qui est le champ unifié. Dirigeons maintenant notre attention sur le vide que nous percevons entre nous, le vide dans lequel le monde existe. Dans ce vide, il y a des choses, beaucoup de choses. Nous savons ce que sont ces choses puisque nous sommes d'accord sur les noms que nous donnons à chaque élément. Par exemple, lorsque nous plaçons un stylo dans le vide qui nous sépare, chacun sait de quoi il s'agit parce que nous sommes tous d'accord quant au nom que nous donnons à cet objet particulier et quant à son rôle. Grâce à cet accord, nous pouvons donc dire « S'il te plaît, passe-moi le stylo » ou « S'il te plaît,
Donne-moi l'encre pour remplir la cartouche de mon stylo. Du fait de notre accord sur ce qu'est un stylo, nous nous comprenons les uns les autres sans qu'une discussion soit nécessaire. C'est ainsi parce qu'aucun débat n'est nécessaire à propos de ce qu'est un stylo et de son utilité. Telle est la nature de tous les objets que l'on trouve dans le vide existant entre nous. Ils ont tous un nom et une utilité. Il existe un accord quasi général sur les noms donnés aux différentes choses qui apparaissent dans ce vide existant entre nous. Les noms sont susceptibles de changer si la personne qui se sert de l'objet parle une autre langue. Mais à part la traduction, nous sommes généralement d'accord avec le fait qu'un stylo est un stylo, qu'une voiture est une voiture et qu'une maison est une maison. Quand une différence d'opinion survient, où la signification de l'objet devient utile dans l'expérience de l'utilisateur et qu'une discussion, un débat et d'éventuels malentendus peuvent se manifester, c'est par rapport à la nature de sa signification. Le stylo lui-même est neutre, comme tous les objets du vide existant entre nous. En soi, il n'a pas d'utilité et donc pas de signification. C'est l'utilisateur qui lui donne un sens et un but. Et c'est alors que l'expérience est partagée ou séparée. Par exemple, un stylo peut servir à écrire une lettre d'amour ou signer une déclaration de guerre. Le stylo en lui-même n'est pas alimenté par l'amour ou la haine, mais utilisé pour réaliser ses actions. Que nous soyons favorables à l'amour ou à la haine détermine le fait que nous partagions ou non l'expérience de la personne utilisant le stylo. Le stylo est là pour faciliter l'expérience. En continuant en ce sens, nous sommes invités à suspendre nos croyances concernant la séparation afin d'examiner la situation délicate dans laquelle cette idée de division nous a placés. Nous pouvons facilement accepter qu'il y ait un vide entre les autres humains et nous-mêmes. Nous pouvons également accepter que la présence nous invite à considérer que ce vide entre nous, celui dans lequel le monde existe, que nous avons nommé et auquel nous avons donné une raison d'être, est la frontière entre nous et notre expérience de notre présence commune. En d'autres termes, il nous est demandé de considérer que la distance que nous percevons entre tout autre être humain ou créature vivante et nous-mêmes est la distance exacte entre nous et notre expérience de la présence. Dans un même temps, nous sommes invités à considérer qu'à tout moment, l'importance que nous accordons à ce vide est ce qui nous empêche de réaliser que c'est toujours la présence qui nous regarde directement depuis l'autre côté du vide. Il est bénéfique de relire lentement le paragraphe ci-dessus avec l'intention de permettre à notre cœur d'en ressentir et d'en assimiler les mots. Le processus de la présence nous invite à percevoir que ce vide existant entre nous, ce monde que nous avons créé, est un voile plus mince que l'aile d'un papillon et plus transparent qu'un souffle d'air. Mais en raison de l'importance que nous accordons aux objets qui se trouvent dans ce vide et de la signification et du but que nous leur assignons, nous oublions comment percevoir ce qui est authentique. Nous oublions de regarder au-delà du vide et de reconnaître ce qui ne change jamais. Tous les éléments du vide changent sans cesse. Par conséquent, le vide et tout ce qu'il contient ne peuvent être définis comme ayant une réalité durable. Lorsque, grâce au développement de la perception de nos ressentis, nous nous rappelons comment percevoir ce qui est authentique et éternel, nous prenons conscience que la présence qui nous regarde attentivement depuis l'autre côté du vide est toujours la même. En ne nous engageant que dans ce qui est inauthentique, le vide et ses composants, nous nous focalisons sur l'expression de la présence, non pas sur la présence elle-même. Pour aller au-delà du vide, il est nécessaire de nous rappeler comment percevoir la subtilité de la Trinité que constitue la structure de notre expérience humaine transitoire. Nous devons nous entraîner à ne pas accorder, à aucun moment, une trop grande importance au comportement et à l'apparence de l'expression de la présence, ou encore aux circonstances qu'elle place devant nous. Pourquoi ? Parce que ces aspects de la présence sont en constante évolution et ne sont donc pas authentiques. Ils ne concernent pas la cause et ne peuvent donc être perçus comme tels. Ils font partie du voile de l'illusion entre nous et ce qui est à jamais immuable.
Lorsque, grâce à la perception des ressentis, nous regardons à travers le vide et percevons ce qui existe au-delà de ces expressions changeantes, nous réalisons que c'est toujours la même présence qui est devant nous. Il n'y a qu'une présence, une présence commune. C'est nous dans l'unité. Tant que notre charge émotionnelle reste non intégrée et que la perception de nos ressentis demeure non développée, nous croyons automatiquement à l'histoire mentale selon laquelle notre comportement, notre apparence et nos circonstances de vie représentent notre véritable identité. Nous créons à tort le même scénario en ce qui concerne les autres. Tant que nous n'avons pas la capacité d'exercer la perception de nos ressentis pour nous connecter à la présence qui est là, en nous, nous essayons d'établir cette connexion avec la présence qui se trouve chez les autres. Par conséquent, nous passons à côté du fait que nous sommes un seul corps, une seule matrice mentale, un seul cœur et une seule essence vibratoire. Heureusement, le choix de démanteler cette illusion ne nécessite que l'intention. À tout moment, deux options s'offrent à nous. Soit nous creusons le vide qui est entre nous en vivant selon nos anciennes empreintes, soit nous le comblons en nous ouvrant aux possibilités illimitées d'être la présence unifiée. On peut valoriser le vide ou la présence de l'autre côté du vide. C'est aussi simple, évident et facile que cela. Ce choix nous appartient. Par exemple, lorsque nous payons nos courses, nous nous concentrons soit sur les articles achetés, soit sur la caissière qui encaisse notre argent. Ensuite, nous pouvons nous plaindre du prix des produits ou saluer chaleureusement la caissière. Nous pouvons également nous préoccuper de savoir si nous avons acheté tous les ingrédients nécessaires pour notre dîner, ou demander à la caissière comment s'est passé son week-end. Nous pouvons donc creuser le vide en nous focalisant sur les éléments qu'il contient, ou combler ce vide en reconnaissant la présence de l'autre côté de celui-ci. C'est aussi simple, évident et facile que cela. Ce choix nous appartient. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les choses de la vie, le monde que nous avons construit entre nous, le vide se creuse. Lorsque nous nous concentrons sur la présence de l'autre côté du vide, celui-ci est comblé. Chaque rencontre humaine permet soit de creuser le vide, soit de le combler. Creuser le vide est une réaction face à la vie, alors que le combler est une réponse. Chaque moment que nous traversons nous permet de maintenir le voile de la séparation et de nous en séparer au nom de notre présence unifiée et commune. Creuser ou combler le vide n'est pas un agissement, mais un état d'être. Il n'y a pas de temps, de lieu, de travail spécifique qui rende possible ou impossible le fait de creuser ou de combler le vide. C'est un point de vue qui reconnaît le point sacré qui réside en nous. Cela se vit à partir du cœur. C'est un niveau de conscience consciemment choisi qui ne nécessite que la conscience du moment présent. Notre interaction et notre relation avec les éléments du vide déterminent également si nous creusons ou comblons le vide. Nous pouvons utiliser ces éléments pour servir l'un ou l'autre de ces objectifs, car les éléments n'ont pas de but inhérent propre. Nous pouvons convenir que tout ce qui renferme le vide que nous appelons le monde est neutre, car c'est le cas. Une bombe est un assemblage de choses jusqu'à ce que nous lui assignions son objectif. Une rose est juste une fleur parmi bien d'autres, jusqu'à ce que nous l'offrions à une personne que nous aimons. Nous pouvons nous entendre sur le fait que ces éléments sont neutres, car c'est l'utilisateur qui apporte signification et raison d'être aux éléments du vide. L'utilisateur décide si un stylo écrit des lettres d'amour ou de haine. Lorsque nous écrivons des lettres d'amour, nous comblons le vide. Lorsque nous écrivons des courriers de haine, nous creusons le vide. Ce choix est le nôtre, et notre expérience de vie continue est une conséquence des choix que nous faisons et de l'intention que nous mettons en place. C'est aussi simple, évident et facile que cela. Deuxième partie, vivre sa raison d'être. Lorsque certains d'entre nous entrent dans le processus de la présence, l'une de leurs intentions peut être de découvrir leur raison d'être dans la vie.
Il est possible que nous croyions devoir faire quelque chose, que si nous arrivons à comprendre ce que nous sommes censés faire, ce que sont notre vocation et notre don particulier, nous connaîtrons l'équilibre, l'harmonie et l'épanouissement. Il est possible que nous croyions que d'être en paix dans la vie dépend de la découverte de notre raison d'être. L'idée que la raison d'être de notre vie puisse se trouver dans quelque chose que nous sommes censés faire est un malentendu qui provient de l'enfance. C'est un malentendu transmis comme partie intégrante des anciens systèmes de croyances énergétiquement imprimés en nous par les générations précédentes. La cause à l'origine de ce malentendu est simple. Puisque nous ne sommes pas aimés pour ce que nous sommes déjà, chacun de nous étant une expression unique de la présence, nous essayons de comprendre ce que nous devons faire pour devenir dignes de l'amour inconditionnel. Comme nous n'avons pas connu l'amour inconditionnel en tant qu'enfants, petit à petit, nous commençons à ressentir de l'inconfort en nous. Nous sommes mal à l'aise, ce qui déclenche une série de conséquences dans lesquelles nous recherchons ce qui nous permettrait d'être en paix avec ce que nous sommes déjà. Puisque nous ne sommes pas acceptés pour ce que nous sommes déjà, nous tournons notre attention vers l'extérieur, loin de notre authentique présence. Nous cherchons ce que nous sommes censés être. Quand nous sommes enfants, nos parents nous demandent ce que nous voulons être quand nous serons grands. Cette question nie la validité de tout ce que nous sommes déjà. De ce fait, nous nous comportons comme si construire une vie autour de la bonne réponse nous offrira l'amour inconditionnel que nous n'avons pas reçu jusque-là. Cette quête met en mouvement des agissements continuels qui deviennent notre expérience de vie adulte. Nous essayons de prouver que nous sommes dignes d'être en vie, en réussissant ou en échouant. Même si nous sommes déjà en vie, nous partons en quête d'un but qui va nous permettre de gagner notre vie. Ce que nous essayons de faire, c'est de gagner de l'amour. La conséquence de ce comportement réactif est le mal-être, la confusion, la séparation, le manque et l'ensemble des déséquilibres qui découlent de la trinité, de la peur, de la colère et du chagrin. Notre expérience de vie devient alors une quête empoisonnée continuelle en vue de trouver une signification et une raison d'être à tout ce que nous faisons. Puisque nous n'accordons aucune importance à ce que nous sommes déjà, une expression unique de notre présence commune, nous essayons de trouver un sens à notre vie par nos actes. En outre, nous accordons une portée infondée aux choses que nous utilisons et que nous achetons, en croyant que nos actions et les choses que nous avons engagées au service de ces agissements sont la source de notre libération. Nous construisons un mur entre nous et ce qui est authentique. Nous fabriquons un vide illusoire entre notre sens inné de l'intégration et notre expression fabriquée au sein du monde. Ce vide, ainsi que notre croyance en sa validité, est la cause première de toute crainte ou colère, de tout chagrin. Ce vide n'est pas notre raison d'être, et celle-ci ne peut être trouvée en lui. Ce vide est quelque chose que nous faisons. Ce n'est pas la vérité, juste l'une de ces expressions transitoires. Il y a une chose que le processus de la présence tente d'accomplir, c'est celle-ci. Il nous accompagne en nous préservant d'une gamme infinie d'agissements inconscients, et dans un même temps, il nous invite à reprendre conscience de ce que nous sommes déjà. Dès le départ, ce procédé nous invite à nous arrêter, à nous connecter à notre respiration et à répondre à ce que nous sommes déjà, grâce à la résonance du moment présent. Nous sommes déjà complets tels que nous sommes. Rien que nous puissions faire n'améliorera ce que nous sommes déjà. Il n'y a rien à devenir autre que d'être présent à notre expérience actuelle telle qu'elle est, d'être pleinement présent dans ce qui est ici, maintenant. Le processus de la présence nous invite à nous arrêter afin de découvrir la possibilité de notre raison d'être, et ce, non pas en agissant, mais en étant. Nous sommes des êtres humains, pas des agissements humains. Nous prenons conscience de cela en amenant notre comportement réactif à un point d'immobilité afin de pouvoir le contenir, de ressentir la charge imprimée qui l'influence inconsciemment
et en le ressentant sans condition, en étant avec lui tel qu'il est, de lui permettre de s'intégrer. Jusqu'à ce que nous expérimentions l'intégration de ces vieilles empreintes énergétiques, nous sommes à jamais perdus dans un monde de réactivité inconsciente, à la dérive dans le vide. Jusqu'à ce que nous découvrions comment nous arrêter, comment prendre une grande respiration connectée et comment ressentir ce qui est inconditionnel, nous sommes coincés dans une expérience dans laquelle nous croyons à tort que lorsque nous découvrons ce que nous sommes censés faire, tout ira bien. En ressentant la validité de la présence commune que nous sommes déjà, nous ressentons également la résonance de la paix qui nous est déjà donnée. Alors quoi qu'il arrive, nous allons en paix. Troisième partie, apprécier la valorisation. Tandis que nous parvenons à l'achèvement de cette méthode particulière, le processus de la présence nous propose une dernière tâche. Une tâche que nous sommes invités à poursuivre au-delà de ce voyage de 10 semaines. Encore une fois, cette tâche ne comporte pas un acte, elle est plutôt une résonance de l'être. Nous sommes invités à nous valoriser pour ce que nous sommes déjà et avons toujours été, une expression unique de la présence unifiée. Nous sommes invités à regarder ce que nous avons tissé comme expérience de vie, en ayant conscience que ce spectacle temporaire n'est pas ce que nous sommes. Plutôt, il s'agit d'une expression rayonnante et unique, en constante évolution, de qui nous sommes. Nous sommes invités à apprécier non seulement notre éternelle présence commune, mais également son expression unique, profondément complexe et magnifique dans cette sphère d'action que nous appelons le monde. Toutefois, gardons à l'esprit ce qui est à l'origine des choses et ce qui ne l'est pas. Sachons apprécier ce qui l'est, la présence que nous avons tous en commun. Que signifie pour nous le mot valoriser ? En surface, cela signifie admirer, donner de la valeur, avoir de la reconnaissance, etc. Mais il existe un autre emploi de ce mot. Lorsque nous possédons des valeurs immobilières et que leur valeur augmente, nous appelons cette hausse une valorisation. En d'autres mots, valoriser quelque chose, c'est également accroître sa valeur. L'une de nos capacités créatrices dont tout le potentiel est rarement utilisé et que tout ce à quoi nous offrons notre perception attentive de manière inconditionnelle augmente sans effort. Dans le cadre du processus de la présence, le mot valorisation signifie donc également donner par amour une importance supplémentaire à quelque chose en voyant et en reconnaissant sa valeur grâce à notre perception attentive. Nous sommes invités à valoriser notre présence commune afin d'accroître avec amour la conscience que nous en avons. Nous sommes également invités à valoriser toutes les facettes des expressions de la présence. Par la valorisation, nous augmentons en même temps toute conscience des attributs de notre présence commune. La paix, l'innocence, l'amour inconditionnel et la conscience d'être dans l'unité de tout ce qui est. Valoriser la présence est quelque chose qu'aucun autre être humain ne peut expérimenter pour nous. Jusqu'à ce que nous accomplissions cela pour nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de percevoir au-delà de l'illusion du vide et ainsi de reconnaître et d'apprécier la présence familière qui nous regarde à partir de toute forme de vie et à travers elle. Grâce à notre valorisation inconditionnelle de la présence, nous restaurons notre allégeance à ce que nous sommes déjà, au lieu de ne valoriser que ce que nous faisons. Par cette intention, le vide est comblé à chacune de nos respirations. Nous réalisons également qu'il s'agit de notre choix quant à la façon d'utiliser les éléments du vide. En reconnaissant la valeur de notre présence commune, nous utilisons automatiquement les éléments que nous rencontrons, en ayant pour objectif de combler le vide. En choisissant de combler le vide avec le simple outil de la valorisation, nous découvrons quelque chose qui propulse notre présence dans un émerveillement infini. La propension naturelle du champ unifié est de combler le vide. Au moment où nous nous engageons sincèrement à utiliser notre expérience
et les choses de ce monde en ayant pour objectif de combler le vide, toutes les ressources du champ unifié s'unissent à nous et soutiennent nos moindres mouvements. Nous comprenons alors que notre inconfort, notre confusion et notre expérience de manque, de solitude, de peur, de colère et de chagrin proviennent du fait que nous ressentons, pensons, parlons et agissons comme si nous vivions dans la séparation. Le champ unifié ne soutient pas un tel comportement parce qu'il ne soutient pas l'inauthenticité. Nous avons eu à soutenir cette illusion avec notre sang, notre sueur et nos larmes. Vivre dans la séparation est comme tenter de remonter une rivière à sa source. Cela demande de nombreuses machines, beaucoup de ressources et énormément de travail. Et c'est quelque chose d'impossible à maintenir indéfiniment. Si nous avons accompli quelque chose avec l'idée fausse de vivre dans la séparation, nous l'avons fait au prix d'un grand effort. De plus, ce que nous avons accompli de ce point de vue n'est pas durable. En attendant, des expressions d'inconfort sont continuellement semées. Reconnaître la valeur de notre présence commune en tant qu'origine de toute expérience humaine, peu importe ce qu'est cette expérience, amène une toute nouvelle manière d'être. Nous découvrons la facilité, la clarté, la joie spontanée, le confort, la sécurité et une source illimitée d'amour inconditionnel. Nous découvrons la paix et l'harmonie. Nous découvrons ce qui est authentique et surtout le potentiel de la présence qui est partout, à chaque instant, et à même de nous apporter exactement ce qui est nécessaire à chaque fois que c'est nécessaire. La tâche qui nous attend est simple. Nous sommes invités à détourner notre attention des provisions de ce monde et à choisir plutôt de regarder dans les yeux de la caissière, de l'autre côté du vide, avec l'intention de reconnaître notre présence commune. Nous sommes invités à en ressentir l'authenticité. De ce point de vue, nous pouvons dire « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» C'est aussi simple, évident et facile que cela. Lorsque notre rencontre est terminée, nous pouvons dire avec reconnaissance « Merci d'avoir pris soin de moi aujourd'hui ». C'est aussi simple, évident et facile que cela. Dans ce moment de reconnaissance, de remerciement, de souvenance et plus que tout, de valorisation, nous invitons la présence à regarder consciemment dans les yeux d'une autre personne, directement à travers nos yeux. Lorsque nous nous approchons d'une personne à partir de ce point de vue, nous sommes témoins de la manière dont elle devient présente. Cela nous permet de nous sentir présents à notre tour. Nous invitons une expérience authentique si nous prenons le temps de regarder au-delà du vide et choisissons de communiquer intentionnellement avec la présence. En posant notre intention d'apprécier la présence en tout un chacun, nous nous offrons en même temps l'occasion de regarder directement dans les yeux de la source de toute chose, quelle qu'elle soit pour nous. Nous lui permettons, en la reconnaissant, de nous regarder attentivement en retour et de nous faire un clin d'œil. Nous nous donnons l'occasion de nous rappeler que nous sommes tous des cellules connectées au sein d'un même corps, d'une même matrice mentale, que nous ressentons tous avec un même cœur et que nous dansons tous à l'intérieur d'une seule résonance vibratoire commune. En faisant appel à la présence, sans expliquer à personne la nature de notre intention, nous sommes témoins du miracle de la conscience du moment présent. Nous reconnaissons la présence qui s'exprime de manière inattendue et illimitée, s'éveillant chez des personnes apparemment inconnues, au moment où nous nous y attendons le moins. Nous assistons au jeu de la présence qui renvoie notre appréciation avec des gestes délibérés, tendres et aimants. Tandis que nous nous autorisons à faire de plus en plus ces expériences d'unité, nous savons sans l'ombre d'un doute que nous ne sommes jamais seuls. Également, lorsque nous acceptons le fait que nous sommes tous unis, et nous savons cela grâce à notre expérience personnelle, le voile se lève et nous percevons toute chose simplement telle qu'elle est, se déroulant selon son dessein. Nous avons alors découvert l'objectif du pourquoi nous sommes ici et maintenant. Cette raison d'être est d'aimer et d'apprécier ce que nous sommes déjà, sans condition.
À mesure que nos expériences de la présence augmentent dans ce champ unifié de conscience, nous gardons précieusement la joie de ces rencontres à l'intérieur de nous, en les contenant et en les assimilant, plutôt qu'en tentant de les justifier par des explications. Être dans l'unité n'est pas quelque chose que nous avons besoin d'expliquer à notre source. C'est une expérience que nous seuls pouvons apprécier. Félicitations. Voilà qui conclut cette 10e semaine et notre voyage par l'expérimentation dans le processus de la présence. Voilà, j'ai réussi tant bien que mal à finir le texte de ces 10 semaines. Je suis désolée vraiment pour la qualité de ces vidéos. En plus, je suis... Bon, bref, voilà. J'espère que quand même vous arriverez à les écouter et que ça vous apportera. Je vous embrasse très très fort. Et peut-être que si j'ai le temps, je lirai un peu les bonus. Je vous dis à bientôt et bonne méditation. Au revoir.